400 000 $ en une nuit. En 1994, le service de sécurité du casino de Foxwoods a enregistré le plus gros gain au blackjack. Le joueur a disparu sans avoir enfreint les lois de l'État. 2 mois plus tard, une histoire similaire se répète à Las Vegas, puis à Atlantic City. Les casinos ont compris qu'ils étaient en guerre. Il y a 3 mois, je fouillais dans les archives à la recherche de braquages de casinos classiques. Vous savez, le schéma classique, des types armés font irruption par l'entrée principale, menacent les caissiers, remplissent des sacs d'argent et s'enfuient dans des voitures volées. Des classiques hollywoodiens. Mais au cours de mes recherches, je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Sur un forum à moitié oublié consacré à la sécurité des casinos, le modérateur discutait du plus grand casse de l'histoire du Nevada. Mais sans un seul coup de feu, pas de masque ni de menace. Qui plus est, techniquement, il ne s'agissait même pas d'un cambriolage. Ces salauds ont volé plus d'argent que tous les gangs armés réunis, écrit-il. Et nous ne pouvions rien y faire parce qu'ils n'enfreignaient aucune loi. Vraiment, voler des millions sans enfreindre la loi, cela semble insensé. Mais la curiosité a pris le dessus et j'ai commencé à creuser. Tard hier soir, en examinant des documents déclassifiés de la Commission des Jeux du Nevada, j'ai trouvé une mention de la mystérieuse liste de surveillance du MIT. 23 noms, tous sont des étudiants et des anciens étudiants du MIT. Tous sont interdits d'accès aux plus grands casinos américains. Le motif de l'interdiction m'a fait relire le document 3 fois. Suspicion d'utilisation de techniques mathématiques avancées pour obtenir un avantage déloyal au blackjack. Les mathématiques se sont-elles à l'origine de l'exclusion des casinos? Quelle est cette absurdité? J'ai décidé de trouver des informations sur ces personnes. J'ai commencé par rechercher le nom William Kaplan en relation avec le MIT et les casinos. Les premiers résultats m'ont conduit dans un trou de lapin d'archives de vieux journaux et de sites web à moitié oubliés. Sur un forum consacré à l'histoire du jeu, j'ai trouvé une discussion sur la légende des mathématiciens du MIT. La plupart des commentateurs considéraient qu'il s'agissait d'une légende urbaine, mais un utilisateur a laissé un lien vers un article du Boston Globe datant de l'année 1999 et titré « MIT, Student Turn Blackjack into Science ». Les étudiants du MIT transforment le blackjack en science. L'article était court, mais intriguant. Le journaliste parle d'un groupe d'étudiants qui utilisent des calculs mathématiques complexes pour obtenir un avantage dans les casinos. Un certain Bill Kaplan était mentionné comme organisateur, mais les détails étaient de rares. En creusant un peu, je suis tombé sur les archives du Las Vegas Review Journal, un article datant de 1993. Une mystérieuse société d'investissement ferme ses portes après avoir fait des millions de bénéfices. La société s'appelait Strategic Investments, le directeur était William Kaplan. Bill Kay de la liste noire des casinos, le William Kaplan des journaux, la coïncidence commençait à être trop étrange. À la fin de l'article, le journaliste mentionne que la société est spécialisée dans les stratégies mathématiques à haut risque et que la plupart des employés sont des diplômés du MIT. Les mêmes 23 noms de la liste de surveillance. J'ai trouvé les documents de liquidation de Strategic Investments sur le site web. Des chiffres et des dates arides, mais un détail qui saute aux yeux. Au cours de ces 3 années d'existence, la société avait enregistré des rendements supérieurs à ceux de la plupart des fonds spéculatifs de Wall Street. Le puzzle commençait à s'assembler, mais ce que j'ai découvert ensuite m'a fait douter de ma propre santé mentale. Car selon les documents que j'ai trouvés, ce groupe d'étudiants n'avait pas seulement battu le casino. Ils avaient transformé le blackjack en une machine à imprimer de l'argent parfaitement réglé, et leur secret n'était pas la chance ou la bonne fortune, mais quelque chose de bien plus dangereux pour l'ensemble de l'industrie du jeu. Au début, je n'y ai pas cru. Un groupe d'étudiants avait battu les plus grands casinos du monde en utilisant les mathématiques, c'est vrai. Les casinos dépensent des milliards pour s'assurer que chaque jeu leur rapporte des bénéfices. Chaque machine, chaque table, chaque roulette est conçue pour que l'argent aille dans une seule direction, dans les poches de l'établissement. Mais plus je creusais, plus je me rendais compte qu'il existait peut-être un jeu où les mathématiques pouvaient déjouer contre le casino. Tout a commencé par un livre. Dans les archives du MIT, j'ai trouvé une référence à l'ouvrage du professeur Edward Thorp intitulé « To Defeat the Dealer », publié en 1962 ans. Dans la description, je laisserai un lien vers le matériel où ce système et le livre de Thorp lui-même sont discutés en détail. Thorp n'était pas un professeur ordinaire.
il était spécialisé dans la théorie des probabilités et l'analyse mathématique. Son idée semblait révolutionnaire, les casinos peuvent être battus. Au début, cela paraissait insensé. Après tout le monde sait que le casino gagne toujours. Mais Thorpe a prouvé une chose étonnante. Le blackjack est fondamentalement différent de tous les autres jeux d'argent. Prenons l'exemple d'une roulette. Chaque tour de roue est indépendant du tour précédent. Peu importe que le rouge sorte 10 fois de suite, la probabilité que le noir sorte lors du tour suivant est exactement la même. 47,6% à la roulette européenne. Toujours. C'est la même chose avec les machines à sous. Chaque pression sur un bouton est un événement aléatoire distinct. Les résultats antérieurs n'ont aucun effet sur les résultats futurs. Mais le blackjack est une toute autre histoire. Au blackjack, les cartes ne sont pas remises dans le jeu après avoir été distribuées. Si 4 as sont distribuées, il n'y a plus d'as dans les cartes restantes. Si plusieurs petites cartes sont distribuées, il y a plus de grosses cartes dans le jeu. Le blackjack est un jeu de mémoire, et c'est là qu'intervient la partie la plus amusante. Thorpe a calculé qu'avec une stratégie de base parfaite, l'avantage mathématique du casino au blackjack est inférieur à 0,5%. Ce chiffre est négligeable par rapport à d'autres jeux. À la roulette, l'avantage de la maison est de 2,7%. Aux machines à sous, il se situe entre 5 et 15%. Mais 0,5% reste un avantage pour le casino. Comment l'inverser? La réponse se trouve dans le décompte des cartes. Considérez le jeu de cartes comme un organisme vivant en constante évolution. Chaque carte distribuée modifie la composition des cartes restantes et par conséquent les probabilités. Les grosses cartes, 10, valet, dame, roi et as, sont favorables aux joueurs. Les petites cartes, 2, 3, 4, 5, 6, sont favorables aux croupiers. Pourquoi? Le croupier est tenu de ramasser les cartes jusqu'à 17 points. S'il y a beaucoup de petites cartes dans le jeu, le croupier a moins de chances de faire une surenchère. S'il y a beaucoup de grosses cartes, le croupier a plus de chances d'obtenir 21 ou de faire une surenchère. Thorpe a créé un système de comptage qui permet de suivre en temps réel le rapport entre les grandes et les petites cartes. Les petites cartes se voyaient attribuer 1+1, les grandes cartes 1-1. Les cartes neutres, 7, 8, 9, étaient comptées comme 0. Un joueur compte mentalement les points, un 5 est sorti, +1, un roi sort, -1. Si le score est positif, il y a plus de grosses cartes dans le jeu et le joueur est avantagé. Si le score est négatif, le casino a l'avantage. Sur le papier, le système semble simple. Thorpe a même testé son système en pratique, transformant 1 000 $ en 10 000 en quelques mois. Mais il y a un hic. Compter les cartes demandait une concentration incroyable. Il fallait à la fois compter chaque carte, mémoriser le score actuel, calculer le score réel en tenant compte du nombre de jeux restants, prendre des décisions concernant les mises et les actions de jeu, le tout sans se trahir. La plupart des joueurs n'ont tout simplement pas compris. Certains faisaient des erreurs de comptage, d'autres ne pouvaient pas varier les enjeux correctement, d'autres se sont livrés à des comportements étranges. Mais surtout, même un comptage parfait des cartes ne donnait qu'1 ou 2% d'avantage. Et dans de mauvaises conditions, avec des mélanges fréquents, un grand nombre de jeux et des restrictions sur les mises, l'avantage pouvait tomber à 0. Un avantage de 1 ou 2% signifiait qu'il fallait miser des sommes considérables et disposer d'un énorme bankroll pour réaliser un profit sérieux. Le joueur moyen ne pouvait pas se le permettre. Et s'il le pouvait, il deviendrait rapidement suspect aux yeux du casino. C'était un cercle vicieux. Le système Thorpe fonctionne en théorie, mais en pratique, la plupart des tentatives échouent. C'est pourquoi je n'arrivais pas à comprendre comment les étudiants du MIT avaient réussi à transformer cette théorie en une machine à gagner des millions. Ils avaient manifestement un secret qui avait échappé à des milliers d'autres joueurs. Quelque chose qui leur permettait de contourner toutes les limites du système et de transformer un modeste avantage mathématique en un flux constant d'argent énorme. Et le secret n'était pas dans les mathématiques, il réside dans quelque chose de beaucoup plus délicat. Plus j'étudiais l'histoire du comptage des cartes, plus je réalisais l'ampleur du problème. Le système de Thorpe était brillant en théorie mais cauchemardesque en pratique. Les mathématiciens solitaires essayèrent de s'enrichir depuis des décennies et la plupart d'entre eux avaient échoué. Mais les étudiants du MIT avaient clairement trouvé un moyen de contourner toutes ces limitations.
et la clé résidait dans un seul homme. En fouillant dans les archives de la Harvard Business Review, je suis tombé sur un court article datant de 1978. William Kaplan, diplômé de Harvard, avait reporté son admission à l'école de commerce pour poursuivre des recherches sur les stratégies mathématiques dans le domaine du divertissement. Le divertissement, c'est une façon intéressante de présenter les choses. Ceux qui suivent va plus loin. Dans le journal étudiant Harvard Crimson, j'ai trouvé une interview de Kaplan avant son départ pour Las Vegas. L'homme parlait ouvertement de son intention de transformer la théorie de Thorpe en un modèle commercial pratique. Interrogé par un journaliste sur les risques, il a répondu « Toute entreprise comporte des risques. Mais si vous avez les mathématiques de votre côté, les risques peuvent être minimisés. » Cela semblait arrogant, mais le résultat est impressionnant. Dans les archives du service des impôts de l'État du Nevada, j'ai trouvé la déclaration d'un certain W. Kaplan pour l'année 1978. 35 000 $ de revenus, avec un capital de départ de 1 000 $. 9 mois. Mais le plus intéressant a commencé plus tard. En mai 1980, un petit article est paru dans le journal étudiant MIT Tech. Harvard Graduate Lectures on Practical Applications of Probability Theory, conférence d'un diplômé de Harvard sur les applications pratiques taillées de la théorie des probabilités. Le conférencier était William Kaplan. Coïncidence? Peu probable. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait repenser toute l'histoire. Dans les archives du Lincoln Laboratory du MIT, j'ai trouvé un rapport datant de l'année 1979 et intitulé « Computer Modeling of Blackjack Strategies ». L'auteur était l'étudiant diplômé J.P. Massar. Massar a utilisé la puissance de calcul de l'ordinateur central pour tester la théorie de Thorpe dans des millions de simulations. Ses conclusions sont révolutionnaires. Le système fonctionne, mais seulement s'il y a suffisamment de joueurs et de coordination entre eux. Le nombre de joueurs et la coordination. Le voici. Dans le même rapport, M. Massar écrit « Le comptage de cartes individuelles est limité par la taille du bankroll et l'attention du casino. Mais une équipe de joueurs peut répartir les risques et passer inaperçue plus longtemps. Équipe. Il ne s'agit pas d'un génie solitaire, mais d'un groupe de personnes travaillant à la réalisation d'un plan commun. C'est alors que le puzzle a commencé à prendre forme. Dans le journal étudiant du MIT d'octobre 1980, j'ai trouvé une annonce pour un club d'investissement pour explorer des stratégies financières alternatives. Les organisateurs étaient Massar et Kaplan, un consultant invité. Mais il ne s'agissait pas d'une association étudiante ordinaire. Dans les archives du Massachusetts, on a trouvé des documents sur l'enregistrement d'une société officielle appelée MIT Blackjack Team avec un capital autorisé de 89 000 $. 89 000 sur 1980, c'est beaucoup d'argent. Où les étudiants ont-ils trouvé une telle somme? La réponse se trouve dans les procès-verbaux du club d'investissement. Kaplan ne se contentait pas de partager son expérience, il exigeait une réorganisation complète de son approche. Pas de sortie spontanée au casino, pas de paris émotionnels, pas d'amateurisme. Nous ne créons pas un groupe de jeu, mais une société d'investissement, a-t-il déclaré dans son compte-rendu. Nous aurons des procédures strictes, des normes uniformes, un système de reporting et de partage des bénéfices. Kaplan a insisté pour que chaque membre de l'équipe suive une formation intensive. Il ne s'agissait pas seulement d'apprendre la théorie du comptage des cartes, mais de la pratiquer jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. De plus, ils ont appris à jouer différents rôles. Et c'est là que le génie a commencé. L'approche traditionnelle du comptage des cartes est primitive. Un joueur s'assoit à la table, compte les cartes et varie les mises en fonction de la situation. Le problème est que ce comportement est trop visible. Les casinos repèrent rapidement ces joueurs grâce à leur schéma de mise caractéristique. Kaplan a proposé un schéma radicalement différent. Diviser le processus en rôles. Une personne compte les cartes, mais ne modifie pas le montant des mises. Une autre reçoit un signal et ne fait de grosses mises que dans les situations favorables. La troisième personne peut jouer le rôle de distraction, ingénieusement simple et incroyablement difficile à détecter. C'est dans les registres financiers de la société que j'ai trouvé les premiers résultats. 10 semaines après le travail de l'équipe en 1980, le capital autorisé avait doublé. 89 000 sont devenus 178 000. Doubler son argent en 10 semaines? Les fonds spéculatifs ne peuvent que rêver de tels résultats. Mais ce n'était que le début, car ce que j'ai découvert de leur modus operandi a dépassé mes espérances les plus folles. Ces types n'avaient pas seulement appris à compter les cartes, ils avaient créé tout un système de manipulation psychologique qui les rendait pratiquement invisibles pour la sécurité du casino.
Et le plus étonnant, c'est que tout cela était parfaitement légal. Je comprends maintenant comment ils ont réussi à ne pas se faire repérer. Le système des rôles était ingénieux, mais le diable se cachait dans les détails. Et plus je creusais dans les documents, plus j'admirais la sophistication de leur approche. Dans les documents relatifs à la formation de l'équipe Blackjack du MIT, je suis tombé sur des descriptions de leur programme de formation interne. Les descriptions de la formation indiquent qu'il ne s'agit pas simplement d'un cours de comptage de cartes. Les joueurs apprenaient à se comporter à la table de manière à ce que leurs actions paraissent naturelles aux yeux des autres. Ils se sont entraînés à jouer leur rôle, de l'observateur discret au grand joueur confiant, et ont répété comment communiquer les bons signaux sans mots ni mouvements inutiles. Chaque nouvel arrivant devait apprendre 3 rôles de base. Le premier est l'observateur. C'est la position la plus discrète mais la plus critique. L'observateur s'assoit à la table, fait des mises minimes, 5 à 10 $, et compte les cartes en silence. Pas de changement soudain de comportement, pas de grosses mises. Juste un joueur ordinaire qui perd de petites sommes d'argent. Mais lorsque le score est devenu positif, lorsque le jeu a accumulé de grosses cartes, l'observateur a fait d'un signal. C'est là que la partie amusante a commencé. Dans les protocoles de formation, j'ai trouvé une description d'un système de signalisation qui ressemblait davantage à un code d'espionnage. Les bras croisés sur la poitrine signifient « warm deck », compter plus 2 ou 3. Main derrière le dos, hot deck, plus 4 et plus. Se frotter le nez, pont très chaud, plus 6 ou plus. Mais il ne s'agit que d'indices visuels. Des mots de code déguisés en conversation ordinaire ont été utilisés pour transmettre le décompte exact. Je pense que nous devrions commander un cocktail, signifie un compte de plus 4. Allons-nous dîner au restaurant? Plus 6. Je dois me lever tôt demain, plus 8. Une conversation normale à la table de jeu qui n'a éveillé aucun soupçon. Au signal de l'observateur, le deuxième rôle, le grand joueur, est entré dans le jeu. Dans les documents de formation, ils étaient appelés de différentes manières, tantôt gorille, tantôt contrôleur. L'essentiel était le même, une personne qui n'apparaissait à la table que lorsque les mathématiques étaient du côté de l'équipe. Le grand joueur recevait un signal de l'observateur et s'approchait de la table en disant « Oh Blackjack, puis-je me joindre à vous ?» Il s'assoit et commence immédiatement à faire de grosses mises, 100, 200, 500 $ par main. Pour le casino, c'était tout à fait naturel. Un joueur riche a décidé de tenter sa chance à une table de jeu en vogue. Il n'y avait aucun lien avec le type tranquille qui était assis là depuis une demi-heure, misant un billet de 10 $ chacun. Mais le plus brillant, c'est la psychologie. Les grands joueurs ne se contentaient pas de parier, ils jouaient un rôle, le rôle de l'homme riche légèrement ivre qui jette de l'argent par les fenêtres, le rôle du touriste naïf qui se sent chanceux aujourd'hui, le rôle de l'homme d'affaires sûr de lui et habitué à prendre des risques. Dans les rapports de l'équipe, j'ai trouvé une description de l'un de ces personnages. Un certain Jeff jouait le rôle du Golden Boy, le fils de parents riches qui dépense l'argent de son père. Il portait des montres de luxe, commandait du champagne, donnait des pourboires généreux et se comportait comme si l'argent ne signifiait rien pour lui. Le premier soir, ce Golden Boy a gagné 2500 $. En quelques heures d'une nuit, 25 000. 25 000 $ pour une nuit, dans les années 1980, c'était le salaire moyen d'un Américain pour 6 mois. Mais l'équipe ne s'est pas arrêtée là. Au milieu des années 80, leurs opérations ont atteint une échelle industrielle. Il y a eu des voyages qui ont rapporté 190 000 $ par week-end. 190 000 pour 2 jours de travail. Le livre de Ben Mezrich, Blowing Up Vegas, décrit peut-être le succès le plus éclatant de l'équipe. Une série de parties, Odyssey Inn, qui, selon l'auteur, leur a rapporté plus de 1,5 million de $ en l'espace de quelques jours. Mezrich écrit que les responsables de la sécurité du casino, remarquant des gains de blackjack anormalement élevés, ont lancé une enquête interne pour tenter de comprendre ce qui se passait à leur table. Les chiffres s'additionnent. Mais comment ont-ils fait? La réponse se trouve dans les protocoles de travail de l'équipe. À la fin des années 80, ils avaient perfectionné leur système. Les grandes opérations impliquaient 15 à 20 personnes à la fois. Quelques observateurs à différentes tables, quelques grands joueurs, des coordinateurs qui gardaient un œil sur la situation dans son ensemble. De plus, ils ont appris à travailler avec plusieurs casinos en même temps. Tandis qu'un groupe jouait au César Palace, un autre travaillait au MGM Grand et le troisième au Mirage. Les rapports mentionnent qu'au plus fort de l'activité, l'équipe pouvait tirer plus de 400 000 $ en un week-end.
en travaillant dans différents établissements de Las Vegas et d'Atlantic City. 20 millions par an. Et tout cela avec l'aide des mathématiques et de la comédie. Mais une question logique se pose, les services de sécurité des casinos étaient-ils vraiment si naïfs? Personne n'a remarqué qu'il se passait quelque chose d'étrange? Bien sûr qu'ils l'ont fait. Et ce que j'ai découvert sur la confrontation entre l'équipe du MIT et l'industrie des casinos était aussi fascinant que le projet de création d'argent lui-même. Car les casinos ne se laissaient pas faire sans réagir. Une véritable guerre des esprits s'est engagée. Le fait est que les fondateurs de casinos ne sont pas stupides. Ils savent que chaque dollar de profit repose sur un avantage mathématique et que lorsque quelqu'un commence à gagner systématiquement des sommes importantes, ce n'est pas de la chance, c'est une menace pour l'ensemble du modèle économique. En fouillant dans les archives de sécurité de divers casinos, j'ai découvert que la guerre contre l'équipe du MIT n'a pas commencé immédiatement. Au début, ils étaient perçus comme des chanceux ordinaires. Mais lorsque les gains sont devenus réguliers et les montants astronomiques, l'industrie a tiré la sonnette d'alarme. Un mémorandum interne de MGM Grand pour l'année 1987 indique « Au cours des 6 derniers mois, nous avons enregistré des gains anormaux au blackjack pour un total de plus de 800 000 $. Les joueurs ne sont pas visiblement liés, mais l'analyse statistique montre des schémas qui ne peuvent être expliqués par le hasard. 800 000 $ en 6 mois, rien qu'au MGM Grand. Et ce n'est que ce qu'ils ont remarqué. Les services de sécurité ont commencé à échanger des informations. La véritable guerre a commencé. La première ligne de défense était constituée par les croupiers. Ils prêtaient attention aux joueurs qui augmentaient considérablement leurs mises au milieu ou à la fin du jeu. Ils surveillaient ceux qui réfléchissaient trop longtemps avant de prendre une décision. Ils signalent immédiatement tout joueur suspect à un superviseur. Mais l'équipe du MIT était trop forte pour des méthodes de détection aussi primitives. Leur système de rôle rendait les motifs individuels pratiquement invisibles. Les casinos sont ensuite passés à des mesures plus sérieuses. Griffin Investigation, une agence de détectives spécialisée dans les problèmes de casinos, a créé des bases de données de joueurs indésirables avec des photos et des descriptions détaillées. En l'an 1989, cette base de données s'appelait le Black Book, non pas un document officiel du gouvernement, mais un registre privé échangé entre les casinos. Il comprenait non seulement les tricheurs et les escrocs, mais aussi les joueurs légitimes dont les méthodes étaient jugées indésirables par les casinos. L'équipe du MIT a été surnommée les dinosaures. On ne sait toujours pas pourquoi les dinosaures. En 1999, 18 membres de l'équipe du MIT figuraient déjà dans le livre noir. Leurs photos étaient accrochées dans les salles de surveillance des plus grands casinos d'Amérique. Mais ce n'était que le début de la guerre technologique. Dans les archives financières de Scientific Game Corporation, une société qui fabrique des équipements de casinos, il y a une commande pour des machines à battre les cartes automatiques de nouvelle génération. Le coût par machine est de 45 000 $. La commande porte sur 300 unités. 300 mélangeurs automatiques à 45 000 chacun. 13,5 millions de dollars pour combattre une poignée d'étudiants. Ces machines mélangent les cartes après chaque main, ce qui rend le comptage impossible. Mais elles présentaient un grave inconvénient. Elles ralentissaient le jeu, ce qui réduisait les bénéfices du casino. La plupart des établissements ont donc choisi une autre voie. Au lieu d'utiliser un seul jeu, ils ont commencé à utiliser 6 ou 8 jeux à la fois. Cela n'a pas éliminé complètement le comptage, mais l'a rendu beaucoup plus difficile. L'équipe du MIT s'est adaptée. Elle a mis au point des systèmes de comptage avancés pour les jeux à plusieurs jeux et des méthodes pour déterminer la profondeur de pénétration. Les casinos ont renforcé leur réponse. Le Caesars Palace a mis en place une procédure de mélange anticipé des cartes en cas de suspicion de comptage des cartes. Les croupiers ont le droit de mélanger le jeu à tout moment sans explication. Mais l'arme la plus efficace a été la vidéosurveillance. Le système, appelé Eye in the Sky, a coûté 2 millions de $. Il comprenait 48 caméras à haute résolution, la reconnaissance faciale informatisée et le suivi automatique des comportements suspects. 48 caméras par casino, en 1990, c'était fantastique. Le système fonctionne simplement. Dès qu'un dinosaure apparaît dans le casino, l'ordinateur alerte automatiquement le service de sécurité. Dans la minute qui suit, un agent de sécurité s'approche du joueur et lui demande poliment de quitter l'établissement. En 1991, la situation est devenue critique.
L'équipe a essayé de trouver des solutions de rechange. Ils ont commencé à se maquiller de manière professionnelle, ont changé de coiffure, ont porté des lentilles de contact de différentes couleurs. La chirurgie plastique est même mentionnée, l'un des joueurs ayant modifié la forme de son nez pour tromper le système de reconnaissance faciale. Mais la technologie a évolué plus vite que les techniques de camouflage. En 1992, la chose la plus redoutée par l'équipe se produit. Au casino Foxwoods, celui-là même où ils avaient de gagner 400 000 $ en une nuit, un incident se produisit qui changea tout. Jeff, le Golden Boy, a été identifié par la sécurité 26 minutes après son entrée dans le casino, mais au lieu de lui demander comme d'habitude de quitter l'établissement, il a été emmené dans une pièce séparée. La procédure s'appelait backrooming. Le joueur était isolé, photographié sous tous les angles. On prenait ses empreintes digitales et on avait une conversation soi-disant éducative. Formellement, il ne s'agissait pas d'une arrestation, mais essentiellement d'une pression psychologique. Il a été placé en chambre d'isolement au casino Foxwoods pendant 4 heures, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Selon un porte-parole du casino, il est soupçonné de fraude, mais aucune preuve n'a été fournie. 4 heures, pas de charge, pas d'avocat. C'était un signal, les casinos ont montré qu'ils étaient prêts à utiliser toutes les méthodes, même celles qui sont à la limite de la légalité. Après l'incident de Foxwoods, de nombreux membres de l'équipe ont commencé à avoir des doutes. En 1993, le Las Vegas Review Journal a publié un article au titre lapidaire « La fin d'une époque, une mystérieuse société d'investissement ferme son fonds ». L'article portait sur Strategic Investment. Mais qu'est-ce qui a poussé William Kaplan à fermer l'entreprise la plus rentable de l'histoire des jeux d'argent? Qu'est-ce qui a brisé l'équipe qui semblait invincible? Et pourquoi la machine à $1 million s'est-elle arrêtée exactement en 1993? Les réponses à ces questions ont été beaucoup plus compliquées que je ne le pensais. En l'an 1993, la parfaite machine à imprimer de l'argent a commencé à connaître des défaillances majeures. L'incident survenu dans les coulisses de Foxwoods a marqué un tournant. Mais ce n'est pas seulement la pression psychologique qui sape les fondations de l'empire du MIT. Les mathématiques même qui avaient autrefois joué en leur faveur commençaient à se retourner contre eux. Au début des années 90, l'équipe comptait plusieurs dizaines de personnes. Trop de gens connaissaient le système. Les bases de données des casinos contenaient trop de visages et surtout, les bénéfices devaient être répartis entre un nombre croissant de participants. William Kaplan est confronté au problème classique de toute entreprise prospère. L'augmentation d'échelle tue l'efficacité. Les 400 000 $ par week-end, qui semblaient autrefois fantastiques, étaient désormais répartis entre 20 ou 30 personnes. La part de chaque participant diminuait et les risques ne faisaient qu'augmenter. D'autres facteurs sont entrés en ligne de compte. Dans les années 90, la technologie des casinos avait atteint un tel niveau que les systèmes de reconnaissance faciale fonctionnaient presque sans erreur. Tout dinosaure était identifié dans les minutes qui suivaient bien son entrée dans l'établissement. En outre, les casinos ont commencé à coordonner leurs actions au niveau national. Les listes noires sont mises à jour en temps réel. Un joueur repéré à Las Vegas le matin était déjà persona non grata à Atlantic City le soir même. Foxwoods est devenu le symbole de la faim. C'est là que les systèmes de sécurité ont atteint une telle perfection que même les meilleurs joueurs de l'équipe ne pouvaient travailler plus de quelques heures sans être repérés. En 1993, Kaplan a pris la décision inévitable. Strategic Investments a été officiellement liquidé. L'équipe s'est progressivement désintégrée. Certains se sont lancés dans la finance traditionnelle, appliquant les mêmes compétences analytiques à Wall Street. D'autres ont fondé des entreprises technologiques. Beaucoup sont devenus des hommes d'affaires prospères, mettant à profit l'expérience de la gestion des risques acquises aux tables de jeu. Jeff, le Golden Boy, est devenu consultant en planification stratégique. Massar s'est lancé dans l'investissement en capital risque. Kaplan a lui-même fondé plusieurs entreprises prospères dans le domaine de la santé. L'histoire de l'équipe du MIT aurait pu rester une légende, connue seulement d'un cercle étroit de joueurs professionnels. Mais en 2003, le livre de Ben Mezrich a été publié, ce qui en a fait un best-seller. Et en 2008, le livre a fait l'objet d'un film 21 avec Kevin Spacey. Cependant, Hollywood, comme à son habitude, a embelli la réalité. Dans le film, l'équipe du MIT ressemblait à un groupe de rebelles luttant contre le système. En réalité,
Il s'agit de mathématiciens disciplinés qui ont transformé un jeu de hasard en une science exacte. Voici l'histoire de l'équipe de blackjack du MIT. Je laisserai toutes les sources de cette affaire dans la description de la vidéo. Cette histoire prouve que, parfois, les combines les plus sophistiquées ne fonctionnent pas grâce à la tromperie ou à la violation de la loi, mais grâce à la connaissance et à la discipline. Les mathématiques contre la chance. Les cerveaux contre le système. Et qui sait combien d'autres histoires de ce type se cachent dans les archives de l'Internet, attendant leurs chercheurs. Comme toujours, votre monsieur Dark Web.